Alors on va passer à des sujets un peu plus sérieux. Frappée et délogée de chez elle par des dealers, le calvaire d'une mère de famille, on va en parler. Merci. Oui, c'est une jeune mère célibataire qui a une petite fille de 5 ans qui habite dans un appartement dans le quartier Belle de Mai à Marseille, dans le 3e arrondissement. Et il se trouve que depuis quelque temps, il y a une équipe de dealers qui ont réquisitionné les lieux et qui rendent la vie absolument invivable à tous les habitants de cette barre d'immeubles, entre les agressions, les blocages d'ascenseurs. Cette femme a, pour la sécurité de sa fille de 5 ans, été dans l'obligation de déménager. Et du coup, elle a trouvé un autre logement, sauf que elle avait acheté cet appartement, ce qui fait qu'elle continue à payer le crédit du premier appartement. Je crois que c'est 300 €, et elle paye un loyer de 700 €. Entre-temps, l'appartement dont elle est propriétaire, donc ce fameux appartement, a été squatté, donc elle y va à plusieurs reprises, dont une fois où elle s'est fait casser la figure par un des dealers qui était sur place. Elle a déposé un certain nombre de plaintes qui, visiblement, n'ont pas ébranlé les services compétents. Et elle dépose plainte pour introduction dans un local à usage d'habitation à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes et occupation frauduleuse. Voilà. Voilà la situation de cette femme. Et elle a une voisine qui a été séquestrée, menacée avec une arme, dans les mêmes circonstances. On reste un peu sans voix face à ce genre d'événement. On va parler de l'affaire Lola. 2 ans après le meurtre, sa mère sort du silence. D'ailleurs, j'envoie toute mon amitié à sa maman, Delphine Davier, hôpital. Voilà, j'envoie toute mon amitié, tout mon soutien. Elle est sortie du silence aujourd'hui. Oui, effectivement, notre confrère du Figaro a sorti une interview exclusive de cette maman qui n'avait jusqu'à présent jamais parlé. Lola avait 12 ans lorsqu'elle a... on était le 14 octobre 2022 lorsqu'elle a été enlevée, violée et tuée par une jeune femme qui était en situation de QTF, qui s'appelle Dabia, qui est évidemment en prison. Et cette maman parle pour la première fois aux journalistes du Figaro en disant des choses très, très émouvantes, en disant que sa vie sera évidemment toujours très compliquée. Elle est incapable de retravailler, qu'elle n'arrive pas à parler de ce qui est arrivé à sa fille, que c'est un sujet qu'elle ne peut pas aborder en famille. Elle n'y arrive pas. Elle est suivie par un psy, qu'elle a du mal à être dans la réalité. Elle dit qu'elle fait tout pour ne pas y être, du reste. Et puis il lui est arrivé un autre drame. Cette femme était mariée, Johan Davier, qui avait 49 ans et qui est mort au mois de février dernier. En fait, cet homme avait un petit problème d'alcool. Il s'était arrêté bien avant la disparition de sa fille. Et évidemment, ce drame qui a surgi le 14 octobre 2022 l'a fait rebasculer dans l'alcool. Et il en est mort à 49 ans. Il a fait une crise cardiaque. Voilà, en gros, cette femme explique que c'est... Elle parle surtout aussi, elle dit que tout a volé en éclats, oui. J'aurai toujours cette cicatrice, personne ne pourra me l'enlever, que ce soit mes sœurs ou n'importe qui d'autre. Elle n'aurait pas dû être là, cette femme au QTF. Elle n'aurait pas dû être là, tout le monde le sait. Ça renforce ma colère. Après, que faire, que dire? Ma vie était très bien avant, tout ce que j'avais, ma fille, mon mari, notre boulot, tout a volé en éclats. Oui, Amaury. Non, moi j'ai contacté le journaliste donc Guillaume Point qui a fait cette très belle interview dans le Figaro, exactement. Et je lui ai demandé en fait pourquoi, lui qui a rencontré la mère de Lola, pourquoi est-ce qu'elle a attendu 2 ans pour sortir du silence. Et je voulais juste vous lire sa réponse. Il me dit « La mère de Lola est une femme discrète et pudique. Elle a encore du mal à parler et n'a pas l'habitude. On a l'impression qu'elle ne réalise pas encore totalement que sa fille est morte. » Donc c'est vraiment un drame. Exactement. Et j'étais un peu en contact avec elle. Je lui envoie beaucoup de courage. Et voilà, elle peut me contacter quand elle veut, je suis là pour elle. Et elle va devoir affronter le procès d'assises qui devrait intervenir dans le courant de l'année 2025. On va parler d'une femme de 88 ans victime d'une tentative de meurtre dans son appartement à Mory-Bucco. Oui, ça s'est passé ce samedi. En fait, vous avez une femme qui est inquiète parce qu'elle n'a pas de nouvelles de sa mère qui est âgée. En fait, cette mère habite dans le 18e arrondissement à Paris. On sait que c'est une femme
active et tournée vers les autres puisqu'elle est engagée dans une association d'aide aux personnes démunies. Mais c'est une femme qui a 88 ans et qui est donc vulnérable. Et donc sa fille n'a pas de nouvelles, appelle les pompiers. Les pompiers arrivent rapidement chez sa mère et là, en fait, tombent sur une véritable scène de crime puisque non seulement l'appartement est en désordre, il y a du sang partout, mais surtout cette pauvre dame âgée baigne dans son sang puisqu'en fait, elle a été victime d'un égorgement. Alors, elle n'est pas morte, mais elle a une plaie très importante au niveau du cou. Alors à ce moment-là, immédiatement, elle est emmenée à l'hôpital. Heureusement, elle est sauvée par les médecins. Et puis, évidemment, derrière, l'enquête s'ouvre. Elle a été confiée à la police judiciaire. Et là, il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Évidemment, d'abord, c'est le mobile. C'est-à-dire, pourquoi on a fait ça? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est pour de l'argent? Alors, ce que j'ai su aujourd'hui de sources policières, c'est que cette dame de 88 ans portait normalement une clé autour du cou. Je ne sais pas à quoi servait cette clé, mais en tous les cas, quand on l'a retrouvée, elle n'avait plus cette clé autour du cou. Donc on peut se poser la question de savoir si la personne a voulu lui détacher son collier autour du cou. Il aurait donné un coup de couteau à ce moment-là au niveau du cou. Et puis l'autre question, c'est évidemment qui a pu faire ça. On sait que cette dame âgée, elle hébergeait chez elle des SDF à tour de rôle. Donc évidemment, on peut se demander si c'est pas l'un d'eux. Mais la police, évidemment, n'exclut pas l'entourage au sens plus large. Que ce soit l'entourage familial. Et ce qui est sûr, c'est que le bon rétablissement de la santé de la victime va évidemment faire avancer l'enquête, puisqu'elle pourra dire aux enquêteurs ce qui s'est passé dans son appartement, qui a voulu la tuer et pourquoi. Ce que je sais aussi de sources policières, c'est qu'elle n'était pas en mesure encore de répondre aux questions des enquêteurs ce week-end, mais qu'à partir d'aujourd'hui, normalement, elle pouvait le faire. Et donc, on peut espérer que l'enquête avance rapidement cette semaine. On va parler de l'affaire Coé maintenant, la réponse de Julie, la première accusatrice de l'animateur. Oui, Gilles Verdet, vous avez enquêté tout le week-end. Oui, j'ai rencontré Julie ce week-end. Donc, il y a eu des révélations la semaine dernière, 2 types de révélations. Les premières, c'est une affaire de garde à vue pour une femme qui a été placée en garde à vue pour du chantage auprès de Coé. Et on se dit, à quand remonte ce chantage? Est-ce que ça fait partie de la plainte pour extorsion de fonds que Coé avait déposé en novembre 2023. Julie me dit elle est totalement étrangère à cette nouvelle affaire de chantage. Voilà. Et plus globalement, elle, ce qu'elle dit à propos des fameux messages qui ont été postés, ces conversations Snapchat avec un monsieur qui s'appelle Anthony Salinas. Voilà. Donc Julie me dit... ces messages ne sont pas de moi. Vous savez, Cyril, c'est des messages où elle dit « Si on me donne, par exemple, 500 000 euros, je retire ma plainte. » Voilà. Honnêtement, 500 K et je retire la plainte. Julie me dit « Ces messages ne sont pas de moi, je ne les ai pas envoyés. Personne n'a accès à mon téléphone. Je suis prête à une expertise de mon téléphone, mais je n'ai rien à voir avec ça. » Et elle me dit, par exemple, l'expression qui était derrière vous, « cher pour lui », elle me dit « Je ne connais même pas cette expression. » Donc, elle ne sait pas d'où viennent ces messages. Ce qu'elle me dit, c'est qu'elle dément également avoir eu toute relation intime ou relation amoureuse avec M. Salinas. Il a repris contact avec elle cet été, mais elle ne sait pas pourquoi il la mêle de nouveau à cette affaire. Révélation qu'on peut faire, c'est que Julie a appelé Coé. Julie, c'est la première plaignante. Elle a appelé Coé au printemps. Coé a décroché et elle lui a dit « Je veux que tu parles, je veux que tu racontes ce que tu m'as fait, il faut que tu dises maintenant. » Coé la laisse parler avant de raccrocher. Voilà. Elle, ce qu'elle voudrait, Cyril, maintenant, c'est une confrontation avec Coé. Il va y avoir une expertise psychologique qui va avoir lieu. Et si la psychologue dit OK, elle voudrait voir Coé dans un bureau pour confronter leurs deux versions. Voilà. Le dossier d'instruction, Cyril, fait 2000 pages sur cette affaire.